Les prêts étudiants peuvent-ils augmenter sans fin ou les arbres montent-ils enfin jusqu'au ciel? Hubert de la Brélerie, bonjour. Bonjour. Hubert de la Brélerie, professeur à Paris-Dauphine et donc auteur de ce texte dans The Conversation France. Les prêts étudiants peuvent-ils augmenter sans fin? Juste peut-être une phrase. Depuis le début 2008 jusqu'à maintenant, le montant total des prêts étudiants est passé de 481 milliards à 1521 milliards début 2018. Donc en 10 ans, une multiplication par 3,16. C'est ça qui a justifié votre prise de parole sur ce sujet, Hubert de la Brélerie? Oui, c'est un petit peu un billet d'humeur. Ce qui m'a frappé, c'est cette courbe qui est inexorable, d'une régularité impeccable, un cas d'école, du montant de la dette des prêts étudiants aux États-Unis, qui, malgré la crise financière, la crise bancaire, a été multiplié par 3, en fait, en l'espace de 10 ans. Ce modèle est intéressant, mais peut-il se poursuivre jusqu'à l'infini? Qu'y a-t-il derrière? Il y a le fait que la demande solvable de prêts, c'est celle des étudiants aux États-Unis, et derrière, ces prêts servent à un système d'enseignement supérieur, alimentent un système d'enseignement supérieur, et peut-on imaginer derrière ça un système d'enseignement supérieur qui, à l'infini, se développe en se nourrissant du crédit sur ces étudiants qui sont demain des futurs endettés, des futurs débiteurs. Pour bien se situer, la hausse des crédits à la consommation, vous évoquez que ça a été multiplié par 1,62. Là, on parle de 3,16. Voilà, ça donne vraiment une idée de C'est ça qui est frappant. La crise financière a fait des allers et des retours, mais aujourd'hui, le crédit à la consommation se reprend aux États-Unis, les prêts consommation courante, voiture, etc. Mais on est bien en deçà de la demande qui paraît insondable pour des études, des formations à l'enseignement supérieur. Et derrière, ça pose la question d'efficacité de cette formation. C'est un investissement au sens plein du mot investissement. Quand vous achetez une voiture à crédit, c'est une consommation différée, une voiture. Mais là, vous achetez, entre guillemets, de l'investissement humain. C'est du capital humain. Vous participez, le système participe à la construction d'un capital humain. Alors le mot capital humain a une connotation parfois théorique. Je l'utilise sans faire référence à cette théorie du capital humain, mais on a bien l'idée d'un investissement dans des connaissances, dans des savoir-faire, des savoir-être qui sont utiles socialement, utiles économiquement, voilà, au sens large. Et ce modèle est fondé en fait sur la solvabilité demain des étudiants diplômés. Pourront-ils rembourser ce fardeau de dette sous lequel ils se situent? Alors la question est, à l'évidence, oui, quand vous êtes diplômé d'un MBA. Montant moyen de la dette quand on est diplômé d'un MBA, je crois que c'est 40 000 $, 42 000 $. En l'espace de quelques années, avec les salaires américains, on peut imaginer que ce soit remboursable facilement. Le montant moyen de la dette d'un diplômé de master de droit, of law, je crois que c'est 140 000 $. Les facultés de droit coûtent très cher aux États-Unis. Donc un immense système d'endettement, mais c'est solvable parce que les diplômés brillants sont rachetés un peu comme une sorte de marché aux esclaves moderne par des cabinets d'avocats qui rachètent des dettes, etc. Et ça se retrouve en fin de course par les honoraires, bien sûr, perçus par ces cabinets. La judiciarisation de l'économie est une des causes du montant de la dette dans certains domaines. Mais la question que se pose ici concerne les undergraduates, donc les diplômés d'un niveau plus bas. Y a-t-il des undergraduates au chômage? Et auquel cas, le remboursement est problématique. Je crois que le taux de défaut des prêts étudiants est de l'ordre de 11%, alors que nous sommes dans une situation économique florissante aux États-Unis, où le marché de l'emploi est en énorme tension positive. Donc s'il y a un taux de défaut de 11%, c'est quand même une somme assez importante. Imaginez que s'il y a des chocs exogènes, qui dépendent de personnes, qui dépendent de beaucoup de choses, qui viennent interagir avec ça, ça peut être un peu dangereux parce que vous allez avoir la montée des taux d'intérêt. Une partie de ces prêts étudiants est à taux variable, ça va coûter cher. Ça peut avoir des effets de solvabilisation. Et puis imaginez que la conjoncture économique tourne mal, et là que malheureusement le chômage se remette à la mode, et là la solvabilisation des prêts étudiants va être très faible. Et donc il y a un danger systémique limité sur ce 1,5 trillion
mais on peut penser qu'il y a un danger systémique limité, qu'avec pragmatisme, les banques américaines ont anticipé. Il faut savoir que le taux d'intérêt sur ces prêts étudiants, ce sont des prêts très rentables. Le taux moyen, c'est de l'ordre de 11%. Il intègre une prime de risque, une prime de, comment dirais-je, de non-remboursement, de défaillance, de mutualisation du risque, mais ça reste un financement assez onéreux pour les étudiants et une source de revenus, somme toute, assez aléatoire, parce qu'on ne peut pas penser que ce système puisse se reproduire à l'infini pour financer un système d'éducation supérieure qui lui-même a besoin de cet argent, parfois pour une fuite en avant. Vous avez furieusement pensé au subprime quand on vous écoute, non? J'ai tort dans l'analogie ou il y a un petit risque? Je connais mal le système américain. Évidemment, le risque n'est pas pour les entreprises qui sont les entreprises du haut de la liste. Les très grandes entreprises américaines n'auront jamais ce problème-là. Mais je crois que c'est la fable de La Fontaine, la grenouille et le bœuf. Le problème, ce sont les acteurs de niveau intermédiaire, voire bas, qui, dans une stratégie de fuite en avant, essayent de gonfler et parfois ont des difficultés stratégiques. Acteur français, par exemple? Ça pourrait être le mal qui guetterait certaines tendances du modèle français à vouloir singer le modèle américain? Singer, c'est déjà une appréciation. Oui. Moi, je dirais... On sent quand même que, voilà, il y a... Je vais dire, les acteurs ne sont pas les mêmes aux États-Unis. À mon avis, certaines universités, celles auxquelles je pense, sont les universités de droit privé. On est dans une logique. L'équivalent serait des écoles milieu de gamme. Voilà, parce que je pense qu'il y a des acteurs publics qui sont toujours derrière un environnement local, des institutions, les chambres de commerce par exemple, et d'autres, qui leur donnent une profondeur de temps et de champ. Mais il y a à l'évidence peut-être des acteurs privés qui... C'est un peu le danger. On voit bien que le système de l'enseignement supérieur est un système où il y a beaucoup d'entrées d'opérateurs privés, récemment. Il y a des entrées et donc peut-être stratégiquement un jour une sortie. Voilà, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. On apporte la réponse quand même. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il se passera quelque chose. Merci Hubert de la Brûlée. Merci.